Merci beaucoup déjà pour l'invitation, Hugues, à séjourner en fait en mémoire de François Jacob sur la réponse au stress. J'avoue que j'ai eu l'honneur de le croiser quand j'étais en thèse chez Moshe Yaniv à l'Institut Pasteur, et c'est vrai que c'est effectivement toujours un honneur de pouvoir être invité à des journées comme celle-là. Donc, comme tu l'as dit, on va parler aujourd'hui du rôle de l'hétérogénéité stromale et métabolique dans la réponse au traitement des cancers. Alors, je voudrais diviser mon séminaire en deux parties aujourd'hui. La première, en fait, va vraiment focaliser sur l'hétérogénéité métabolique des cellules cancéreuses et la résistance à la chimiothérapie, qui est un travail qui a été développé par Géraldine Gentrick au laboratoire, qui est chercheur au laboratoire et qui est présente aujourd'hui, avec qui vous pourrez discuter si vous le souhaitez. Et une deuxième partie qui est vraiment dédiée à l'hétérogénéité stromale et à la résistance à l'immunothérapie. Alors, la première partie s'intéresse véritablement au cancer de l'ovaire. Les cancers ovariens de l'ovaire se subdivisent en différentes catégories de cancers, des différents sous-types histologiques, et on identifie en particulier le sous-type séreux qui représente une grande proportion de cancers ovariens. Et parmi ce sous-type histologique séreux, en fait, il existe les bas grades et les hauts grades. Et les cancers ovariens de sous-type séreux de haut grade, caractérisés par un ensemble de mutations génétiques très particulières, représentent 80% des cancers ovariens. Ce sont des cancers chez lesquels, en fait, heureusement qu'ils sont encore assez rares, mais dont la survie, en fait, est extrêmement faible. On peut mettre en parallèle le cancer ovarien séreux de haut grade au cancer pancréatique. Juste pour donner une idée, c'est très peu connu, mais c'est vraiment des cancers qui sont extrêmement agressifs. Il y existe des thérapies ciblées à l'heure actuelle, comme les PARP inhibiteurs ou les thérapies anti-angiogéniques, qui ont montré une véritable amélioration de l'impact sur la survie, en particulier la survie sans progression. Mais néanmoins, il y a un effet qui reste cependant encore assez modéré. On voit par exemple que les traitements anti-PARP sont plutôt extrêmement favorables aux patientes qui présentent des mutations BRCA1, BRCA2, mais finalement pas chez les patientes qui ne portent pas ces mutations. Donc, il y a un véritable challenge qui existe encore sur ces patientes. Et évidemment, nous, notre but, c'est de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans les résistances au traitement afin, évidemment, de mieux traiter ces patientes. Alors, il y a quelques années, il y a différents sous-groupes moléculaires qui ont émergé dans la connaissance de ces pathologies. Et notamment, en fait, comme je vous l'ai dit, des signatures génomiques qui ont permis d'évaluer ce qu'on appelle la BRCANS, le fait que les gens portent des mutations ou des méthylations des promoteurs de BRCA1. Et ça a notamment été très très bien caractérisé par l'équipe de Marc-Henri Stern à l'Institut Curie, qui a établi des signatures qui permettent, les signatures LST qui permettent en fait de bien caractériser chez ces patientes qui sont porteuses d'altération de la recombinaison homologue. Il existe aussi des signatures transcriptomiques en fait, qu'on a mis en évidence au laboratoire dans les cancers ovariens, ce qui en fait laissait suggérer qu'il existait deux grands types de catégories de patientes caractérisées par des signatures transcriptomiques, des patientes qui présentaient des tumeurs plutôt mésenchymateuses et des patientes qui présentaient des tumeurs plutôt caractérisées par une signature de stress oxydant. Et donc on est parti là-dessus, on s'est dit mais qu'est-ce qui caractérise véritablement ces tumeurs, notamment ces tumeurs porteuses de ces signatures transcriptomiques spécifiques. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait donc 50% des cancers ovariens de type séreux de haut grade qui présentaient un stress oxydant chronique. Il y avait une forte augmentation en fait de la quantité d'espèces réactives de l'oxygène associée à des dommages oxydatifs de nature diverses, ADN, lipidique et carbonylation protéique. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le métabolisme en fait, des tumeurs chez ces patientes ici ou chez ces patientes qui présentaient ce stress oxydant chronique n'était pas le même. Ces patientes-là, leurs tumeurs présentaient en fait une respiration mitochondriale importante et le cycle de Krebs était alimenté par la glutamine et par les acides gras.
sont des patientes qu'on a appelées high oxphos, au regard en fait des patientes qui présentaient une glycolyse, on va dire un peu plus classique, selon les caractéristiques bien connues des cellules tumorales, qui effectivement, dont la source majoritaire de carbone est plutôt le glucose. Donc en fait, on avait vraiment une distinction entre ces patientes qui présentaient une signature low oxphos, glycolytique, et ces patientes caractérisées par une signature mitochondriale, high oxphos, et caractérisée par un niveau très fort d'espèces réactives de l'oxygène. Et en fait, avec une collaboration avec Hugues, on a mis en évidence le mécanisme moléculaire qui était impliqué. En fait, on s'est rendu compte que l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène chez ces patientes high oxphos favorisait l'agrégation de PML dans des corps nucléaires, ce qui activait le facteur PGC1, qui est un régulateur majeur de la biogénèse mitochondriale, et ce qui favorisait également la production de ROS. Donc en fait, on avait véritablement, chez ces patientes, le rôle clé des espèces réactives de l'oxygène, qui favorisait en fait un cycle de régulation, un cycle vicieux. Donc évidemment, on s'est demandé quel pouvait être l'impact de ces low versus high oxphos dans la chimiosensibilité ou la chimiorésistance. En fait, on a réalisé des expériences donc, de patient-derived xénographes dans lesquelles on avait mis les tumeurs humaines à l'intérieur des souris. En fait, ce dont on s'est assez rapidement rendu compte, c'est que les tumeurs ou les souris qui portaient des tumeurs high oxphos présentaient une réponse au traitement qui était bien meilleure que les tumeurs qui étaient considérées low oxphos, et ce, indépendamment de la prolifération des cellules dans les low oxphos ou dans les high oxphos. Donc il y avait véritablement un effet où la quantité en fait de la qualité high oxphos était associée à une plus grande chimiosensibilité, suggérant cette augmentation forte de ROS dans ces tumeurs favorisait la chimiosensibilité. Et donc, on a observé également exactement la même chose chez les patientes, parce que les patientes qui étaient caractérisées par des signatures high oxphos répondaient mieux et survivaient mieux que les patientes qui étaient low oxphos, qui étaient totalement en adéquation avec une chimiosensibilité accrue. Et ça, on a mis en évidence que c'était totalement indépendant du caractère BRCA des patientes, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous portez une mutation BRCA 1 ou 2, vous avez tendance chez ces patientes à mieux répondre au traitement. Il était évidemment important qu'on puisse s'assurer que cette signature était indépendante de la signature BRCA-NES. Donc, ces patientes porteuses de tumeurs high oxphos sont caractérisées par une respiration mitochondriale et une accumulation d'espèces réactives de l'oxygène. Elles présentent une meilleure chimiosensibilité et une meilleure survie des patients. Donc évidemment, l'une des questions qu'on s'est posées, c'est certes, mais quel est l'impact de la chimiothérapie sur ces tumeurs? Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez, je vous ai présenté la durée de survie de ces patientes, la majorité des patientes, qu'elles soient low ou high oxphos, finissent par récidiver. Alors bien sûr, les patientes high oxphos récidivent plus tard, mais néanmoins elles récidivent. Ce qui suggère que potentiellement la chimiothérapie peut avoir un impact aussi sur cette identité des cellules cancéreuses. Et en fait, on s'est posé la question en utilisant le modèle de xénographe dérivé de patients. Donc on a pris des tumeurs high oxphos chez les patientes qu'on a greffées chez la souris et qu'on a soumis en fait au même type de traitement qui est donné aux patientes. Et ici, vous avez les tumeurs qui ont été non traitées et ici, les tumeurs qui ont été traitées après chimiothérapie. Et ici, c'est la signature oxphos. Et vous voyez très bien en fait, que cette signature oxphos qui est détectée chez les patients, enfin chez les souris, les tumeurs non traitées, en fait, sous l'effet de la chimiothérapie, on devient en fait il y a une signature low oxphos. On devient low oxphos quand on est soumis à une chimiothérapie, ce qui suggère en fait qu'il y a un switch métabolique sous chimiothérapie dans les cancers ovariens, qui même si une patiente est high oxphos, au départ, elle a de fortes probabilités de devenir low oxphos sous chimiothérapie. Alors, l'une des autres questions qu'on s'est posées, c'est
D'accord, mais est-ce qu'il n'y aurait pas à l'intérieur de chaque patient une certaine hétérogénéité des cellules tumorales? C'est-à-dire que là, je vous ai présenté une hétérogénéité métabolique interpatiente. Mais quid de ce qui se passe dans une même patiente? Est-ce qu'on peut identifier des cellules low ou high OXPHOS dans chaque patient? Donc on s'est posé cette question-là en faisant des manips de cellules sur cellules uniques, comme beaucoup de gens font. Et donc pour faire ça, on a pris, donc, en faisant des analyses single cell, donc avant tout traitement, à la baseline. Donc là, c'est des échantillons de patients qui sont collectés au diagnostic, donc vraiment avant toute forme de traitement. Et puis on s'est aussi intéressé au prélèvement après chimiothérapie. Donc quand il y a un résidu tumoral, donc ça c'est des échantillons qui sont collectés après la chimiothérapie néoadjuvante, en général après 3 ou 4 lignes de traitement et au moment de la chirurgie. Et on s'est également intéressé à collecter des échantillons de patients au moment de la récidive, donc en général environ entre 8 et 24 mois après la chimiothérapie, quand malheureusement les patientes récidivent. Donc ici, vous avez une représentation au diagnostic des différentes populations de cellules tumorales que l'on peut identifier chez les patientes qui sont non traitées. Alors comme vous voyez, en fait, et comme l'a dit très bien Gia tout à l'heure, il y a différents clones, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une certaine hétérogénéité chez ces patientes. Et on trouve notamment, par exemple, une identité mitochondriale qui, bien sûr, fait référence à ce que l'on pouvait identifier, nous, tout à l'heure, comme high OXPHOS. Mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'il existe des différents types de signatures qui peuvent être associées soit à un stress UPR, à une présentation d'antigène, à des cellules qui peuvent être en cycle, à des cellules qui peuvent être caractérisées par des signatures translationnelles, par des signatures de modification de chromatine. Effet Lamarck ou effet... la question est réelle. Bref, donc une certaine forme d'hétérogénéité. Donc évidemment, on s'est intéressé à la proportion en fait, de ces différents types de cellules tumorales chez les différents patients. Et ce qu'on constate, c'est qu'on réussit à identifier en fait, ces différents types de cellules dans toutes les patientes, mais en proportions différentes. Et c'est ça qui est finalement intéressant. Et quand on regarde après la chimiothérapie, on voit en fait que cette proportion finalement, que cette hétérogénéité au moment de la caractéristique du prélèvement, au moment de la chirurgie, on voit que cette hétérogénéité est réduite fortement, alors qu'en fait, à la progression, en fait, elle réaugmente. Donc en fait, il y a véritablement, effectivement, une sélection clonale qui s'opère sous l'effet de la chimio et qui peut être dépendante, en fait, à différents moments et qui peut être variable en fonction des patients, bien entendu, et en fonction du temps auquel on s'intéresse. Donc c'est vraiment des choses qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. C'est vraiment des choses auxquelles on s'intéresse et aux mécanismes moléculaires qui sont impliqués. Et effectivement, avec Géraldine. Donc pour clore cette première partie, donc effectivement, donc je vous le disais, on caractérise maintenant vraiment les cellules tumorales présentes dans les cancers ovariens à différents moments de l'évolution de la maladie, et on a observé une hétérogénéité intratumorale au diagnostic qui en fait est réduit sous l'effet de la chimiothérapie dans les tumeurs résiduelles, mais qui réaugmente à la progression. Et c'est ces mécanismes-là qui, bien entendu, nous intéressent. Alors, je voudrais maintenant... Donc, on s'est vraiment intéressé uniquement aux cellules tumorales dans cette première partie de séminaire. Mais je voudrais également vous parler d'une autre partie de la tumeur, qui est le micro-environnement tumoral. Et on va particulièrement parler de l'hétérogénéité stromale et de la résistance à l'immunothérapie. Alors, en fait, je voulais partager avec vous, je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais je voulais partager avec vous le fait que, évidemment, les tumeurs sont des écosystèmes très complexes qui sont composés, certes, de cellules tumorales, hétérogènes, comme on l'a vu, mais également de cellules du micro-environnement tumoral. Et
Ici sont deux photos qui m'ont été données par le docteur Anne-Vincent Salomon, qui est chef du service de pathologie à l'Institut Curie. Et vous avez ici une glande mammaire normale d'une femme, et ici vous avez un cancer du sein. Et vous voyez bien évidemment les changements morphologiques importants qu'il peut y avoir, avec effectivement les cellules tumorales qui sont là, mais également les cellules immunitaires, et ici ce qu'on appelle des fibroblastes. Et un point sur lequel je souhaite insister, c'est que le micro-environnement tumoral n'est pas que humain. Certes, nous avons les immunothérapies qui sont effectivement un gage majeur et une avancée thérapeutique majeure ces dernières années, mais nous avons également une autre composante du micro-environnement tumoral que sont les fibroblastes, qui ne sont pour l'instant pas du tout ciblés sur le plan thérapeutique et qui sont donc une arme potentielle du futur. Et on va s'intéresser à ces fibroblastes, évidemment, parce que nous, on s'est demandé si ces fibroblastes, en fait, au départ, ces fibroblastes étaient considérés comme des entités homogènes, non variantes et assez, assez peu modulées. Et en fait, nous, on s'est demandé si ces fibroblastes ne pouvaient pas être un peu hétérogènes au sein des tumeurs. Et pour tenter de répondre à cette question-là, alors il y avait déjà des études qui avaient été faites au préalable où il y avait des analyses qui étaient faites en utilisant des marqueurs spécifiques, mais individuellement. Il pouvait y avoir l'actine musculaire lisse, FAP, FSP1, PDGFR, donc vraiment différents marqueurs où les gens avaient vu des expressions un peu différentielles dans ces fibroblastes au sein des tumeurs. Mais finalement, personne n'avait essayé vraiment de se dire, mais est-ce que finalement tel marqueur marque le même type de cellules, etc. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. On a combiné l'étude de différents marqueurs en utilisant des techniques de cytométrie de flux et des techniques d'imagerie par IHC, en combinant, en faisant des analyses sériées. Et donc ici, en fait, vous voyez donc ces cytométries de flux donc, sur des échantillons de patientes atteintes de cancer du sein, et c'est des échantillons qui sont frais et qui sont directement analysés par ces cytométries de flux. Et ici, des immunohistochimies sur des sections en fait successives sur lesquelles en fait on a développé des outils d'imagerie qui nous permettent de véritablement aller dans la caractérisation de ces fibroblastes ou dit CAF pour Cancer Associated Fibroblasts dans ces tumeurs. En fait, on s'est rendu compte qu'il existait 4 grandes populations de fibroblastes au sein des tumeurs. Alors c'est vrai, là, je vous présente en fait les cancers du sein, mais c'est vrai dans les cancers ovariens, c'est vrai dans les cancers du poumon, et c'est vrai dans les cancers head and neck également. Ce qui veut dire quand même qu'on a en fait, pour l'instant, une vision très parcellaire de cette hétérogénéité des fibroblastes, même si ça commence vraiment maintenant à rentrer dans la connaissance générale. Donc parmi ces 4 populations de fibroblastes qu'on a appelées S1, S2, S3, S4, c'est pas très original, en fait, les CAF S1 et les CAF S4 sont strictement détectés dans les tumeurs. Ils sont caractérisés par des marqueurs différents. Les CAF S1 présentent une forte expression de FAP et les CAF S4 une forte expression de l'intégrine bêta-1. Les 2 populations S1 et S4 sont en fait des myofibroblastes. Ils sont très contractiles. Ils sont donc positifs pour l'actine musculaire lisse. Les CAF S1 sont vraiment caractérisés par de la matrice extracellulaire, des processus inflammatoires. Et les CAF S4 sont plutôt des caractéristiques, présentent des signatures qui sont proches de certains péricytes et présentent également des signatures de type OXPHOS. Ils sont très dépendants de la respiration mitochondriale, d'où l'intérêt en fait de ce que disait tout à l'heure Géa sur l'interaction entre les cellules cancéreuses et le stroma avec des mitochondries qui peuvent passer du stroma aux cellules tumorales. Les CAF S2 et les CAF S3 sont certes trouvés dans les tumeurs, c'est pour ça qu'on peut les appeler CAF pour Cancer Associated Fibroblasts, mais ils sont également trouvés dans des tissus sains. Ils sont SMA négatifs et le fait de les trouver dans des tissus sains nous a laissé suggérer que ça pouvait être des fibroblastes résidents qui pouvaient en fait se transformer potentiellement en CAF S1 ou en CAF S4 en présence de cellules cancéreuses. Alors, en fait, ces fibroblastes ne s'accumulent pas de la même façon dans les cancers, notamment dans les cancers du sein. Donc, les patientes qui sont en fait luminales A, donc qui présentent une expression au récepteur œstrogène, progestérone, présentent essentiellement une accumulation en fait de CAFS2, c'est-à-dire des fibroblastes relativement peu activés.
Mais néanmoins, on identifie des patientes en fait, qui peuvent être plutôt enrichies en CAFES4 ou plutôt enrichies en CAFES1. Et ce qu'on a démontré dans une autre étude, c'est que les patientes ici enrichies en CAFES1 chez ces patientes luminales A, en fait, avaient tendance à récidiver au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'elles ont une plus forte proportion à récidiver à très long terme. C'est une quantité de patientes qui représente environ une dizaine de pourcents de patients, 10 à 15% de patientes, mais ces patientes en fait récidivent avec une beaucoup plus forte tendance. Elles sont caractérisées par cette accumulation de CAFES1. Les patientes HER2 présentent une accumulation majoritaire de CAFES4. Et en fait, les patients triple nègre, on peut les diviser en 2 catégories de patientes. Patientes qui sont soit enrichies en CAFES1, soit enrichies en CAFES4. Et comme je vous le disais, la stricte expression de l'actine musculaire lisse ne vous permet pas de différencier ces 2 catégories de patientes. Donc ça nous a particulièrement intéressés. Donc il y a toute une interaction avec les cellules tumorales dont je ne vais pas vous parler parce qu'effectivement je n'ai pas assez de temps, mais juste pour vous dire que les CAFES1 et les CAFES4 agissent ensemble au niveau des cellules tumorales pour favoriser la propagation métastatique par des mécanismes qui sont dépendants de chémokine, CXL12 et de chémokine et de TGF-bêta. Par contre, on s'est aussi intéressé au rôle en fait de ces différents sous-types de fibroblastes dans l'interaction avec les cellules immunitaires. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, dans ces 2 sous-groupes de cancer, de cancer triple négatif, enrichis en CAFES1 ou en CAFES4, en fait, on s'est rendu compte que la proportion de cellules immunitaires, le type de cellules immunitaires n'était pas le même. En fait, dans les patientes qui étaient enrichies, dans les patients triple nègre enrichis en CAFES1, en fait, on avait un environnement qu'on appelle immunosuppresseur, c'est-à-dire avec une quantité de lymphocytes cytotoxiques CD8 faible, mais une plus forte quantité de lymphocytes FOXP3 positifs enrichis en lymphocytes régulateurs. Alors que les patientes enrichies en CAFES4 ne présentaient pas ce phénotype immunosuppresseur. Donc, ce qui suggérait en fait qu'il pouvait y avoir véritablement un lien entre ces CAFES1 et cet environnement immunosuppresseur, avec un rôle potentiel de ces fibroblastes dans la régulation de cet environnement enrichi en lymphocytes régulateurs. Et en fait, on a émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir en fait différents mécanismes où les CAFES1 pouvaient être impliqués dans cet enrichissement en lymphocytes régulateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que ces CAFES1 agissent à chacune de ces étapes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une étape qui est favorisée, mais les 4. Et en fait, ces CAFES1 favorisent l'attraction donc, des CD4 lymphocytés via la sécrétion d'une chémokine qui s'appelle CXL12. Ils augmentent également leur survie via également cette chémokine. Les CAFES1 favorisent aussi la rétention de ces lymphocytes, notamment par l'expression forte de PDL2, OX40 ligand et JAM2. Et ils favorisent également leur conversion en lymphocytes régulateurs via CD73, B7H3 et DPP4. Donc en fait, il y a véritablement une action pléiotropique de ces fibroblastes sur les cellules lymphocytaires. Donc, compte tenu de cette action pléiotropique, on s'est dit peut-être, il y a 4 populations, mais finalement, ces CAFES1, est-ce qu'eux-mêmes ne pourraient pas être hétérogènes? Et donc, pour tenter de répondre à cette question-là, on a utilisé la technique que maintenant on fait tous, c'est-à-dire le single cell. Et effectivement, on a constaté qu'il y avait une forte différence, une hétérogénéité très importante, même dans ces CAFES1 uniquement. Donc on a généré pour l'instant l'une des plus grandes études dérivées de patients de ces fibroblastes spécifiquement, en isolant plus de 18 000 cellules de ces 7 patientes. Et en fait, on a observé vraiment une très forte hétérogénéité dans ces populations de fibroblastes, qu'on a par des gènes différentiels réussi à identifier les voies de signalisation qui étaient impliquées. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 clusters en fait, qui sont plutôt inflammatoires et 5 clusters qui sont plutôt myofibroblastiques parmi ces fibroblastes CAFES1. Donc, qui peuvent être caractérisés pour les fibroblastes inflammatoires par des signatures de détoxification, par des signatures interleukine, chémokine, par des signatures d'interféron gamma, par des signatures de blessures, par des signatures de matrices extracellulaires, de voies de signalisation TGF-bêta et d'interféron alpha-bêta. Donc on réussit à très bien identifier chacune de ces populations cellulaires.
On a réussi également totalement en utilisant en fait des marqueurs spécifiques à valider l'existence de ces différents clusters de fibroblastes cafécins au sein de plus de 40 de ces patientes, où on voyait en fait vraiment exactement la même chose que ce qu'on a vu en fait en single cell chez ces 7 patientes. Alors ce qu'on voit également ici, c'est qu'on voit très bien que là encore, on a une hétérogénéité, on peut détecter chacun de ces clusters de cafécins chez les différentes patientes, mais leur proportion varie énormément d'une patiente à une autre. Et donc, bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure que les populations globales de cafécins étaient capables de générer une immunosuppression, on s'est demandé si certains de ces clusters ne pouvaient pas être à l'origine de cette activité immunosuppressive ou s'ils étaient tous responsables de cette activité immunosuppressive. Et pour tenter de répondre à cette question, on a pris en fait ces analyses en cytométrie de flux chez ces patientes et on a analysé la proportion des lymphocytes qui étaient présents chez ces patientes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, ces patientes présentent, enfin ces clusters, il y a des clusters spécifiques qui sont associés à l'immunosuppression. Par exemple, ce cluster ECM-MyCAF est vraiment anticorrélé avec ces cellules cytotoxiques qui vont tuer les cellules tumorales, les CD8 et les NK, alors qu'ils sont corrélés avec la quantité de CD4, CTLA4 positifs, PD1 positifs et TIGIT positifs, qui sont, comme je pense vous le savez tous, vraiment les clés à l'heure actuelle des immune checkpoint inhibitors qui sont actuellement utilisés en thérapie. De la même façon, le cluster TGF-MyCAF est vraiment anticorrélé avec les CD8, corrélé avec les CD4, CTLA4 positifs, et également corrélé avec les cellules myéloïdes. Et enfin, le Wound-MyCAF, le troisième cluster, est en fait également en lien avec les cellules immunitaires, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les autres. Donc il y a véritablement un lien entre certains clusters spécifiques et l'immunosuppression. Donc comme je vous disais, il y a vraiment en fait une accumulation, une corrélation avec des CD4 qui peuvent être PD1 positifs, CTLA4 positifs ou TIGIT positifs. Donc on s'est demandé s'il pouvait y avoir un lien entre certains de ces clusters et la résistance à l'immunothérapie. On a fait des analyses en fait et on est capable de détecter ces différents fibroblastes dans différents types de cancers, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on a tiré profit en fait de cette étude qui avait été publiée par Roger Lowe sur les patients mélanométastatiques, qui avaient été des premiers patients qui avaient été traités en immunothérapie, ici avec le pembrolizumab. Et ils avaient identifié 15 patients qui étaient répondeurs et 13 patients qui étaient non répondeurs dans cette étude. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les patients qui sont non répondeurs ici sont très enrichis en signatures qui sont en fait caractéristiques des ECM-MyCAF, des TGF-bêta-MyCAF et des Wound-MyCAF. Et ça, ce n'est pas vrai pour les CD8, c'est-à-dire que la signature cytotoxique CD8 ne permet pas d'identifier ces patients. Donc c'est vrai pour les ECM-MyCAF, les TGF-bêta-MyCAF et les Wound-MyCAF qui s'accumulent véritablement dans les patients non répondeurs à l'immunothérapie et pas dans les patients répondeurs. Alors que, en fait, que ce soit les détox ICAF, les interleukines ICAF et les interférons gamma ICAF qui ne sont pas associés à l'immunosuppression, en fait, on voit qu'on a une répartition de l'expression équivalente en fait, entre les non-répondeurs et les répondeurs de ces gènes. En fait, juste, on a mis exactement la même chose en évidence dans une autre cohorte de patients atteints de cancer du poumon qu'on a établi en collaboration avec Gérard Zalkman, où en fait on a pu observer, donc ici vous avez les patients qui répondent à l'immunothérapie et les patients qui ne répondent pas à l'immunothérapie, qui évidemment ne survivent pas bien. On avait des adénocarcinomes et des squamous cell carcinomas dans cette cohorte, mais on observe exactement la même chose pour les deux types de cancer du poumon. Et en fait, ce qu'on voit, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Les ECM-MyCAF, les TGF-bêta-MyCAF et les Wound-MyCAF s'accumulent essentiellement dans les patients non répondeurs, alors qu'en fait, on a une répartition équivalente de tous les gènes entre les non répondeurs et les répondeurs pour les trois autres catégories de fibroblastes cafécins. Donc véritablement un impact en fait de cette hétérogénéité stromale dans la réponse à l'immunothérapie, avec un impact en fait réel, avec un besoin en fait de prise en considération de cette hétérogénéité stromale détectée au diagnostic dans la résistance à l'immunothérapie.
Donc je voulais vous présenter en fait les gens donc, qui ont réalisé le travail. Donc comme je vous le disais, Géraldine qui a été très impliquée dans toute la première partie en fait de ce travail. Je voulais également souligner en fait Anna Costa, Ossine Rachid Ossine, Hugo Croiser et Yann Kiefer pour toute la partie en fait stromale. Je souligne aussi Lounès Giroudi qui est un des pathologistes avec lequel on travaille énormément. Et je voulais évidemment également remercier nos collaborateurs, Anne-Vincent Salomon, Gérard Zalkman, Roman Rousier, Claire Bonneau, Emmanuela Romano, Hugues avec tout le développement sur PML. Je remercie également Agathe Pelletier qui m'aide vraiment à essayer d'obtenir des financements parce que ces manips coûtent très cher. Et évidemment, bien sûr, les patients et leurs familles et vous pour votre attention.